sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Je suis l'animateur de cette 7e web radio pendant laquelle il sera question du courtage immobilier en cette période de crise du coronavirus. Ce n'est pas évident. Il y a de la controverse. Il y a des syndicats de courtiers qui ne sont pas contents qu'on permette les visites en personne. Alors, en vertu du décret gouvernemental 505-2020, le lundi 11 mai, les activités liées au courtage immobilier ont repris de plus belle. Courtiers immobiliers, copropriétaires, vendeurs et acheteurs pourront donc transiger en personne. Cela risque de créer des remous, voire la colère dans certains immeubles détenus en copropriété divise. Et comment? L'économie, c'est bien beau, diront certains, mais la santé publique passe avant tout. Bien évidemment, cette reprise est assortie de consignes d'hygiène incontournables, c'est-à-dire de laver les mains, tousser dans son coude et respecter une distanciation d'au moins 2 mètres entre les personnes. Et pourquoi pas porter un masque, comme le préconise désormais le premier ministre du Québec, François Legault. Pour parler de tout ça et d'autres enjeux propres au courtage immobilier en temps de crise du coronavirus, les 3 invités sont Maître Caroline Champagne, qui est vice-présidente encadrement à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Nathalie Bégin. Bonjour, Maître Champagne. Nathalie Bégin, courtier immobilier agréé. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Puis Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonjour, Maître Jolicoeur. Bonjour. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent revoir les émissions Web Radio, Condo Légal Web Radio, en allant sur la page d'accueil de condolégal.com et en cliquant sur la bannière Le coronavirus en copropriété. Ça vous amène directement aux émissions précédentes que vous pourrez regarder si vous les avez manquées, incluant celle-ci. Vous pourrez également voir tout de suite après le direct, peut-être pas tout de suite après, mais quelques heures après, le temps de préparer le document et qu'il soit prêt à être mis en rediffusion. Et je vous suggère également d'aller consulter le bulletin produit par condolégal.com chaque semaine. C'est le 5e bulletin qui a été publié récemment. Et vous pouvez voir les éditions précédentes également. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Je vous recommande fortement d'y aller, d'aller voir ça. Donc, je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Vous pouvez nous poser vos questions. Nous sommes là pour les recevoir et nos invités pourront y répondre autant que faire se peut. Donc, je rappelle d'ailleurs que les visites en personne pourraient se faire aussi virtuellement. Enfin, pas les visites, mais il y a des choses qui pourraient se faire virtuellement dans le cadre de cet arrêté ministériel. On va en discuter avec nos invités. Donc, la première question s'adresse à Nathalie Bégin. Rebonjour Nathalie. Donc, dans le guide, c'est-à-dire les courtiers immobiliers sont évidemment heureux de reprendre le travail car tout le monde commençait à avoir des fourmis dans les jambes, si vous me passez l'expression. Cela dit, est-ce qu'on peut penser que tous les courtiers immobiliers feront la part des choses en cette période de crise du coronavirus? En fait, je suis persuadée que oui. Si on a regardé dans les dernières semaines, tous les gens ont changé un peu leur façon de travailler. On a appris à travailler de façon différente. C'est un peu ce que le corona nous a apporté. Et il semblerait que le gouvernement, pour avoir permis au courtage immobilier de reprendre d'office nos organisations, autant l'OASIC que l'Association professionnelle des courtiers, tout le monde a travaillé à faire valoir justement le professionnalisme du courtage immobilier. Alors oui, je suis persuadée que les courtiers, parce qu'eux aussi, leur santé, on s'entend, on pense aux clients, mais eux aussi ont un risque en côtoyant de la clientèle. Fait qu'on a tous avantage à agir de façon professionnelle et de vraiment utiliser les mesures sanitaires du gouvernement et même en faire même plus que ce qui est demandé pour ne pas mettre notre clientèle à risque et ne pas se mettre à risque également. C'est donnant dans des deux côtés. Alors oui, je suis persuadée parce que le gouvernement, pour avoir fait confiance et avoir libéré le courtage, si ça n'avait pas été le cas, il ne l'aurait pas fait. D'ailleurs, en passant, le fameux arrêté ministériel qui a eu lieu concerne le courtage immobilier, mais les gens qui veulent vendre par eux-mêmes, ils n'ont pas cet avantage-là présentement parce que justement, ça serait difficile de pouvoir accorder à des particuliers. Oui, ils peuvent prendre un peu d'informations, tandis que nous, on a un encadrement, on a un législateur qui nous encadre de la bonne manière, on a une association qui nous donne des balises et c'est pour ça qu'on peut agir à titre de professionnel et que les gens peuvent avoir confiance justement de pouvoir mettre leur maison à vendre ou acheter une propriété à ce stade-ci
malgré la pandémie. Si j'ai bien compris, on recommande les visites en personne seulement accompagnées d'un courtier immobilier. Est-ce que je me trompe, Maître Champagne ou Nathalie? Nathalie, allez-y. Ben, en fait, ben, je vais laisser Maître Champagne parce que c'est plus le régulateur qui est à l'affût de ça. En fait, effectivement, selon les indications qui nous sont que l'on donne à travers le guide qu'on a diffusé, là, donc c'est accompagné d'un courtier là, que le visiteur pourra rentrer dans la maison, là, donc faire une visite non seulement virtuelle, comme c'était possible avant le 11 mai, mais là maintenant de manière physique. Oui, tout à fait. Nathalie, je reviens à vous pour vous poser la question suivante. Dans un article justement que vous publierez dans le prochain bulletin produit par condolégal.com, vous avez l'intention d'établir une liste de choses qui devraient être obligatoires, mais qui ne sont pas formellement, mais qui vont plus loin que la base, c'est-à-dire distanciation sociale, lavage des mains et tout ça dans le coude. Oui. En tant que dirigeante d'agence, vous-même, vous avez instauré ces choses dans votre agence. Pourriez-vous nous en résumer le contenu? Oui, bien en fait, les agences comme telles, naturellement, parce que autant les courtiers sur la route, si on ne veut pas perdre le privilège qui nous a été accordé, on doit aussi, comme agence immobilière, faire également nos efforts. Et on a des courtiers, des gens qui viennent. Et malheureusement, on ne peut pas agrandir nos corridors ou les espaces communs pour pouvoir respecter la règle de distanciation sociale. Alors, dans le cas de nos bureaux, on a demandé à tous nos courtiers dans les aires communs de porter le masque. On a également mis des affiches pour protéger notre personnel dans lequel les courtiers n'ont pas le droit de rentrer. Il est également interdit de recevoir des clients. On a des petits bureaux normalement où les courtiers pouvaient recevoir des clients ou même dans leur propre bureau. Alors, malheureusement, il y a un seul endroit où c'est possible, c'est dans notre salle de conférence pour respecter la règle du 2 mètres. Et naturellement, des produits sanitaires ont été installés, le lavage de mains est obligatoire et on est très, très vigilant par rapport à ça. On a même dit à nos courtiers que la conséquence, si jamais il y avait des gens qui ne respectent pas cela, bien, malheureusement, ça leur fera pas plaisir, mais on va devoir fermer l'agence. On ne prendra pas de risque. On veut participer à la conscience sociale et à éviter justement de faire des choses qui ne sont pas logiques. Alors, on a une conscience et on établit ça dans nos 3 bureaux. Ma prochaine question, je l'adresse à l'un de vous 3, à vous de choisir qui veut y répondre. Là. On dit qu'il fallait que les activités liées au courtage immobilier reprennent, autrement le Québec aurait vécu une crise du logement. Ben, moi, je peux répondre avec des statistiques. Écoutez, j'ai des bons statistiques à vous donner. Vous savez qu'en avril, il y a eu une chute de 75 des nouvelles inscriptions, ce qui est du jamais vu. Il y a eu seulement 3 219 nouvelles mises en marché. D'ailleurs, je remercie l'association, la PCQ, de m'avoir fourni les chiffres que j'ai demandés ce matin. Alors, c'est du jamais vu. Fait que c'est certain que présentement, à ce stade-ci, en plein mois de mai, où on devrait avoir un inventaire exponentiel pour répondre à la demande, on n'en a pas présentement. Et les ventes ont baissé, les prix se sont quand même assez stabilisés. D'ailleurs, pour la copropriété, on a eu au mois d'avril 69 % moins de transactions. Par contre, les prix, il y a quand même eu une augmentation. Le prix moyen médian du condo dans le RMR est de 289 900. Alors, donc, il y a quand même une stabilité au niveau des prix. Mais par contre, c'est certain que présentement, c'est à prévoir qu'il va y avoir probablement une crise du logement selon Charles Brent, l'économiste de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Et il y avait déjà des transactions de réaliser là, avant le 20 avril. Là. Donc, les gens, c'est d'autant plus important qu'ils puissent acquérir leur unité ou s'installer dans leur unité parce que là, vraiment, ils vont aller où, là, ces gens-là? Bien, c'est ça. Mettre Champagne? Effectivement, c'était une des préoccupations là, de l'OACQ que pour mission de protéger le public. Là, donc, on voulait évidemment s'assurer d'éviter une crise du logement parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, mis un terme à leur bail. Donc, ils souhaitaient se relocaliser, acheter une propriété, une première propriété, par exemple. Ils se retrouvaient sans endroit ou sans moyen d'aller visiter ou d'acquérir une nouvelle propriété. D'autres gens aussi qui avaient déjà vendu leur propriété et pensaient pouvoir faire des démarches pour aller en acquérir une nouvelle. Alors, donc, ça, c'est extrêmement préoccupant. Puis, on sait qu'il y avait des milliers de transactions là, qui étaient en cours, qui devaient avoir lieu. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu qui a fait en sorte que l'OACQ a fait de nombreuses représentations auprès du gouvernement, justement,
pour s'assurer que le courtage soit permis d'une part, mais de manière aussi sécuritaire pour s'assurer que le public, que les courtiers ne soient pas mis en danger, que leur santé ne soit pas mise en danger. Donc, Baie de Champagne, on s'entend que c'était devenu urgent que ça reprenne les activités, hein? Absolument, absolument. C'était vraiment urgent. C'est ce qu'on constatait là, sur le terrain. Notre préoccupation, c'était vraiment que le public ne se retrouve pas à la rue, là, alors qu'on sait que la période, comme le disait Nathalie tout à l'heure, la période printanière, c'est une période qui est très chaude en immobilier de façon générale. Alors, donc, c'était vraiment très urgent qu'on puisse permettre ça de manière le plus encadrée possible, le plus sécuritaire possible. Et puis, on a bien confiance que les courtiers puissent le faire justement en suivant les directives de la santé publique. Oui. Mais Jelka, vous qui avez une vision élargie du patrimoine immobilier au Québec, ça aurait été une catastrophe si on l'avait attendu encore un mois, peut-être, non? Mais c'est certain que la libre transaction est importante parce que vous avez des besoins des citoyens de déménager, un nouvel emploi, des fois des enfants qui doivent aménager également dans une propriété pour se rapprocher d'un centre universitaire. Donc, c'est une roue économique trop importante pour le Québec d'arrêter ce mouvement-là. Maintenant, il faut quand même avoir à l'esprit que le virus est aussi, excusez-moi l'expression, mais virulent qu'il l'était il y a une semaine. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des annonces publiques de déconfinement dans certaines régions que le risque n'est pas devant nous. Et c'est d'autant plus vrai dans le logement collectif. Oui. Vous disiez en début d'émission, M. Delcaire, que actuellement, c'est la grogne au sein de la copropriété au Québec. Dans la copropriété au Québec, il y a beaucoup de syndicats qui sont inquiets, qui se demandent comment on va faire, comment on va gérer ça. Les visiteurs sont considérés comme des intrus qui pourraient propager le virus dans leur immeuble. Comment on réagit face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rassurer ou qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dirais que le message que l'OASIC, avec son guide, adressé aux courtiers, et ça là-dessus, je vous dirais que j'aimerais ça qu'il soit rendu public pour que le public apprécie, dans le fond, le travail que l'OASIC fait en termes de recommandations, parce que ce que je comprends, vous me corrigerez, M. Champagne, ce sont des recommandations et non pas des ordonnances, ça soit rendu public, parce que il faut toujours se rappeler ce que c'est un administrateur de copropriété. C'est quelqu'un qui est fondamentalement de bonne foi, qui s'investit dans une copropriété sans avoir le degré de savoir. Alors, imaginez que vous lui mettez un nouveau degré de difficulté, la gestion sanitaire des aires communes. Puis, on a des gens qui rentrent dans les bâtisses. Bon, évidemment, il y a eu des exceptions, certains courtiers indélicats qui sont rentrés, qui ont fait des visites, qui m'ont été rapportées à peu près il y a 10 jours dans certains immeubles. Écoutez, je peux vous dire qu'il y a des administrateurs de copropriété qui étaient furieux, alors que c'était totalement proscrit. Évidemment, les autres se demandent aujourd'hui, oui, mais s'ils étaient indélicats il y a une semaine ou 10 jours, le seront-ils encore? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces gens-là? Vous savez, la direction de la santé publique a émis des ordonnances de ne plus avoir de visiteurs dans le logement collectif. Puis là, du jour au lendemain, on ouvre les portes, on laisse rentrer des tiers. De quelle façon? La transaction immobilière ne se fait pas juste avec des courtiers immobiliers, elle se fait de particulier à particulier, comment ça va se faire? Alors là, les administrateurs se disent, comment va-t-on gérer cette venue d'étrangers dans nos immeubles? Est-ce qu'on doit créer des règlements particuliers? Est-ce qu'on doit, du jour au lendemain, interdire totalement même la venue de courtiers? Est-ce que j'ai le droit, moi, comme administrateur d'une copropriété, d'interdire la venue de courtiers? Il y a plusieurs questions qui se posent, pour lesquelles il n'y a pas des réponses absolues. Déjà, imaginez, nous, comme avocats, M. Champagne et moi, on est tous les deux membres du barreau du Québec, puis on a eu des études où on nous dit des droits individuels, là, c'est tellement important, on ne doit pas empêcher quelqu'un d'exercer ses droits individuels. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines? C'est justement ça, par les arrêtés ministériels, la distanciation. Donc, on est dans un régime de droit mixte où on veut protéger l'intérêt collectif, c'est-à-dire de garder la population du Québec en santé, puis par ailleurs, assurer la libre transaction dans l'immobilier. C'est un équilibre qui n'est pas facile à faire. M. Champagne, oui, allez-y, Nathalie. Moi, je veux juste répondre, peut-être pour aider les gestionnaires, les syndicats de copropriété, parce que je l'ai vécu moi-même dans mon agence, une tour à copropriété, une petite, 6 unités, et le syndicat est inquiet. Alors, ils ont rejoint le dirigeant d'agence aussi pour pouvoir se faire rassurer et savoir, y a-t-il une procédure dans vos courtiers, dans vos bureaux?
Bien sûr, ils peuvent appeler à l'OASIC, mais à quelque part, je suis désolée d'entendre qu'il y a un courtier ou des courtiers qui, malgré les interdictions, mais ça, il y en a dans tous les métiers du monde. Hein? Autant au barreau, vous êtes tous les deux avocats, et à chaque année, il y en a qui se font radier. Il y en aura dans tous les métiers du monde, et heureusement, c'est la minorité. La grande majorité des 13 000 courtiers au Québec veulent faire leur travail convenablement et sont conscients qu'on leur a donné un privilège. Et moi, je pense qu'il y a moyen, comme syndicat ou gestionnaire d'immeuble, de faire ces vérifications avant peut-être d'autoriser, par exemple, un propriétaire, mais d'avoir le plan, justement. Quand un courtier va chez un client, il va démontrer son offre de service, qu'est-ce qu'il va offrir au client. Bien, à partir de maintenant, ça a changé. Il va falloir démontrer au client comment on va faire pour le protéger. Ça va rentrer dans les nouvelles offres de services des courtiers immobiliers. Alors, cette offre de service-là, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour protéger leur clientèle et donc le bâtiment en entier va certainement pouvoir être demandé par ces administrateurs-là de condos. Moi, je l'ai fait cette semaine, pas plus tard que lundi, et je me suis assise avec mon courtier. On a élaboré son plan, on l'a fait parvenir, et finalement, ils ont autorisé. Est-ce qu'ils vont l'autoriser à tous les autres courtiers? Bien, peut-être, mais en ayant au moins... il faut s'aider un peu. Comme disait le premier ministre Legault, c'est des situations exceptionnelles, et là, on n'a pas de balise. Donc, je pense qu'il y a moyen de le faire. Et que dans les 13 000 courtiers, bien, la majorité vont tous être responsables et travailler de façon extrêmement professionnelle. Mais on peut faire quelque chose, je suis certaine. Juste une petite pause pour vous dire qu'une internaute nous pose une question qui n'a pas vraiment rapport avec l'émission, mais on va y répondre quand même. Plus tard, Maître Jolicoeur, elle veut savoir, elle veut qu'on lui explique qu'est-ce que le projet de loi 141. Mais je demanderai aux auditeurs, autant que faire se peut, de poser des questions qui ont rapport avec l'émission, mais on va y répondre quand même, chers internautes, ne soyez pas inquiets. On va y répondre. Maître Champagne, sans dévoiler la teneur du guide des bonnes pratiques que l'OACIQ va éventuellement, ne rendra peut-être pas public, mais va rendre accessible aux courtiers immobiliers. Je rappelle que l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec est le régulateur des courtiers immobiliers. Ça ressemble un peu à un ordre professionnel, mais on appelle ça un régulateur. Et au sein duquel, je le rappelle, vous occupez la fonction de vice-présidente encadrement. En fait, l'OACIQ suit les directives de la santé publique dans ce dossier, comme vous le dites. Vous avez néanmoins produit un guide qu'on appelle « Guide des meilleures pratiques en période de coronavirus » afin de favoriser une pratique du courtage immobilier plus sécuritaire. On y suggère notamment que les courtiers immobiliers privilégient le télétravail. Justement, toutes ces technologies virtuelles en cette période de crise du coronavirus, est-ce que lors d'une transaction, il y a moyen de moyenner avec ça? Absolument. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière parce qu'on faisait référence au fait qu'il y avait eu des transactions ou des visites qui avaient eu lieu avant le 11 mai, des visites qui avaient été organisées par les courtiers. Il faut savoir que à partir ça s'est fait en 2 temps finalement, la reprise des activités de courtage. Donc, à compter du 20 avril, le gouvernement avait permis que des activités de courtage puissent s'effectuer. Et c'était en fonction de directives qui étaient émises par le gouvernement. Alors, c'est l'OACIQ qui a développé ces directives-là pour rassurer le public, et rassurer le gouvernement également, puis rassurer les courtiers. Donc, les transactions qui étaient permises à compter du 20 avril jusqu'au 10 mai, c'était des transactions qu'on qualifiait de prioritaires. Alors, c'était des transactions pour lesquelles il y avait déjà eu une mise en marché qui avait eu lieu avant le 20 avril et pour des relocalisations ou des prises de possession qui devaient se faire avant le 31 juillet. Donc, on était très préoccupés. On voulait vraiment pouvoir aider ces gens qui étaient pris dans cette situation-là, leur permettre de faire appel à un courtier pour pouvoir faire des visites, mais dans le cadre il y avait des balises très claires qui avaient été données aux courtiers, des balises qui permettaient justement la distanciation, qui permettaient également que on suggérait par exemple que les surfaces soient nettoyées, désinfectées lorsqu'il y avait un contact. Les personnes de 70 ans et moins ne pouvaient pas non plus faire de visite. Les enfants ne pouvaient pas non plus être présents. On demandait également que ce ne soit qu'une personne à la fois qui visite avec le courtier et que l'occupant soit à l'extérieur de l'immeuble visité. Oui. Donc, c'était vraiment sur la foi de ces directives-là que le gouvernement avait permis que le courtage reprenne de façon partielle.
Maintenant, à partir du 11 mai, maintenant, il n'y a plus de directive, il n'y a plus d'obligation d'appliquer ces règles-là. Toutefois, l'OACQ recommande aux courtiers de continuer à mettre en application ces différentes mesures-là pour assurer la protection du public, assurer leur propre protection et puis mettre en confiance tout le monde. Parce que les seules directives qui sont données actuellement du gouvernement, c'est les mesures de distanciation sociale de 2 mètres et le lavage des mains. Puis on a vu que aussi, le port du masque est fortement recommandé. Mais maintenant, au-delà de ça, c'est pour ça qu'on a repris en fait les idées qui se trouvaient dans nos guides qu'on avait élaborés là, autour du 20 avril pour les transactions prioritaires. Alors, on a importé tout cela et puis on dit maintenant, ce n'est plus quelque chose qui est obligatoire, mais on vous recommande fortement de mettre en œuvre ces mesures-là pour assurer la sécurité de tout le monde. Autant que faire se peut. Donc, tout le monde est... C'est un appel à tous, en fait, mais tout ça relève du gros bon sens, évidemment, parce que Nathalie Bégin, comme vous le disiez, une promesse d'achat, on ne peut pas la signer virtuellement, il faut être en personne. Non, tout peut se faire virtuel avec... on a beaucoup de technologie qui est offerte à nous maintenant. Pour les signatures électroniques, on a Authentisign et on a EasySign qui nous permettent, avec les formulaires de l'OACIQ, de remplir à distance. On peut faire la vérification maintenant avec les procédés, avec différents procédés que CANAF nous permet. Ensuite de ça, on peut faire pour les avis. Centris offre un produit qui s'appelle Simple Avis, qui nous permet de faire envoyer des avis avec signature par courriel au lieu d'utiliser huissier, etc. Bref, on a la caméra. On a des caméras maintenant que le client peut utiliser lui-même avec une technologie très avancée qui peut prendre lui-même les photos à la place du courtier et le courtier à distance va aller vérifier son travail. Il peut même prendre les photos avec le client et le superviser pendant qu'il le prend. Et toutes ces mesures-là qui sont là présentement, il y a beaucoup de courtiers qui n'en avaient pas besoin, préféraient travailler tout seul, mais le monde a changé depuis cette pandémie-là. Et même après-pandémie, il y a beaucoup de gens qui vont continuer à utiliser beaucoup plus les technologies parce qu'à quelque part, il y a une question de sauver du temps, autant pour les clients qui peuvent se faire déranger 2 heures de temps avec les enfants dans la maison alors qu'ils peuvent le faire en beaucoup moins de temps avec les technologies. On est rendu là, on est rendu et ça leur a amené ça de positif d'ailleurs, cette pandémie-là, selon moi. Mais tout peut se faire. Sauf la visite virtuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont rébarbatifs à la visite virtuelle. Ils veulent voir l'unité physiquement avant de se lancer, non? Il y en a, mais je vous dirais qu'encore une fois, il y a des technologies complètement hallucinantes qui nous permettent de visiter pareil comme si on y était. Le client peut même se promener dans la maison et tourner la caméra. Et la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est ouvrir l'armoire. Ça, ils ne l'ont pas inventé encore, peser sur le piton que l'armoire s'ouvre tout seul. Ça n'existe pas. Non, dommage, mais ça va sûrement venir. On va arriver là, par contre. On va parler, puis l'armoire va s'ouvrir. Et c'est pas là encore, mais presque. Alors, il y a beaucoup de clients. Et l'OACIQ était fait une recommandation que c'était pas recommandable de ne pas faire une offre d'achat sans faire une visite physique. Et moi, j'approuve ça 100%. Mais encore une fois, à cause de la fameuse crise du logement, il y a des clients qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Il n'y avait tellement pas de stock. Alors, il y en a, et heureusement que les visites virtuelles qui ont pu quand même au moins voir la propriété de façon assez exceptionnelle avec cette technologie-là. On a pu se débrouiller très bien. Donc, on peut, si j'ai bien compris, acheter un condo de A à Z virtuellement. Oui, absolument. Je vais mettre un peu de piquant dans notre échange. Alors, pour plusieurs raisons. C'est pas pour décrier l'activité de courtier que je respecte énormément, qui, quant à moi, est essentielle, surtout dans une transaction de copropriété, d'avoir un courtier de qualité va faire la différence. Ça, c'est même pas un enjeu pour moi. Mais il faut quand même penser que dans plusieurs copropriétés, on a une clientèle qui est d'un âge avancé, des 70 ans et plus, on en a beaucoup. La crainte du virus, elle est présente. Vous allez porter votre sac dans la chute à déchets et vous craignez rencontrer quelqu'un, mais même un voisin. Alors, imaginez qu'il commence à y avoir des visites dans l'immeuble avec des courtiers immobiliers, sans planification, sans avertissement, qu'on a des courtiers immobiliers qui vont aller voir la piscine, des aires récréatives. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas.
Et j'entends très bien, puis je n'en discute pas l'importance d'émettre des directives, mais je pense qu'il y a un standard de pratique qui doit être établi clairement chez les courtiers immobiliers pour que les administrateurs de courtier sachent à quoi s'attendre. C'est certain que si quelqu'un vient de l'agence de Nathalie Bégin, je n'ai pas trop de soucis parce qu'il y a une rigueur dans l'administration des courtiers immobiliers. Mais moi, je suis administrateur de courtier, je ne connais pas ça. Puis je vois des gens, 2, 3 personnes, se promener dans les corridors, toucher au mur. Bien, moi, je veux dire, mais je n'ai pas été prévenu, personne ne me l'a dit. Qui va nettoyer après le passage? On vient de faire nettoyer par le concierge tous les murs ce matin. Là, on a des enfants qui se promènent dans les corridors. Il faut juste, je pense, avoir peut-être une norme de pratique qui va peut-être se développer sur une base volontaire chez certaines agences, que cette norme de pratique soit communiquée en amont au conseil d'administration pour les rassurer que vous êtes des gens responsables, parce qu'autrement, on met à risque la sécurité des occupants de ces immeubles-là. Puis ce n'est pas une question d'alarmisme, c'est une réalité. Je pense qu'on doit se limiter à des secteurs particuliers d'un immeuble. On ne fait pas le tour de tout le bâtiment. C'est sûr qu'un acheteur va vous dire « Oui, mais moi, si je ne veux pas visiter le garage, qu'est-ce qui me dit que le garage n'est pas en train de s'effondrer, qu'il y a des chlorures de sodium qui sont en train d'abîmer la dalle? » Il y a une adaptation, puis là, je rejoins Mme Bégin, l'activité de courtier va évoluer avec cette pandémie. Les façons de faire vont évoluer, mais je pense, et ça c'est important pour l'auditoire, qu'il n'y a pas de recette absolue, il n'y a pas une procédure absolue, elle va se définir, mais il appartient aussi au conseil d'administration des copropriétés d'en définir une aussi. Parce que c'est à vous autres, comme administrateurs, de dire, bien écoutez, on n'empêchera peut-être pas des visites, mais on va le faire selon une norme particulière, selon un standard. Il ne faut pas qu'avec un courtier Sutton, la visite se fasse de telle façon, puis un Remax se fasse de l'autre façon. Il faut qu'elle se fasse de façon égale. Si c'est des transactions de particulier à particulier, ben, c'est la même chose. Il va falloir que les conseils d'administration communiquent avec leurs copropriétaires la norme de fonctionnement. C'est à vous, comme administrateur, à la définir, compte tenu de la particularité propre à tous ces immeubles-là. Il y a également une réflexion à faire sur les inspections pré-achat. Comment ça se fait? Qui va la faire? De quelle façon? Tout ça est en train de se définir avec la réforme législative qu'on a connue récemment. Mais c'est important, surtout que les administrateurs disent un inspecteur pré-achat, hein, il n'ira pas se promener n'importe où dans notre bâtiment. Il va devoir nous annoncer son protocole d'inspection avant de se déplacer. Je pense que c'est important si on veut établir le lien de confiance entre les intermédiaires de marché que sont les courtiers immobiliers et les administrateurs de copropriété pour ne pas faire en sorte qu'on va avoir des crises de certains copropriétaires qui vont dire « Écoutez, ce n'est pas vrai que vous mettez en péril ma sécurité. » Alors, je pense qu'il y a lieu de trouver le juste équilibre. C'est un peu pour ça qu'on fait l'émission de radio aujourd'hui. C'est comme on commence à faire l'échange. Puis moi, le souhait que j'ai, c'est qu'on ait un standard de pratique vis-à-vis de l'activité. Que ce soit chez n'importe quel courtier, les administrateurs de côté puissent s'attendre à se dire « Ah, c'est de cette façon-là que ça se fait. » Justement, et ça doit être communiqué, ça. Justement, les 2 prochaines questions posées par une internaute, ensuite je reviens à vous, Nathalie. La première question à M. Champagne, une internaute nous dit « Est-ce que le guide pourrait être rendu disponible également aux administrateurs de copropriété? Parce que, dit-elle, ça nous aiderait sûrement à organiser les visites dans nos immeubles. Est-ce que c'est possible ou c'est vraiment strictement réservé aux courtiers immobiliers? » Effectivement, c'est une très bonne idée. Je vous reviens à ce sujet. Je vais partager cette idée à l'organisation. Vous savez, nous aussi, on s'ajuste au fur et à mesure. On doit vraiment aller très, très rapidement. Alors, on y a été à l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'était d'outiller les courtiers le plus rapidement possible, qu'ils aient entre les mains ce guide-là. Alors, les choses se sont précipitées pour qu'ils aient quelque chose de disponible dès la réouverture des activités de courtage. Alors, on apprend, on évolue, on s'ajuste et puis on travaille fort à chaque jour en ce sens-là. Excellent. Donc, ça pourrait même peut-être être rendu public, sait-on jamais. En tout cas, c'est le souhait exprimé par certaines personnes ici présentes. L'autre question, c'est la même personne, M. Jolicoeur. Est-ce que le CA
a le droit et même le devoir de mettre en place un protocole de visite? Bien, il a le droit parce que l'article 1039 du Code civil est relativement large. Tous les gestes qui visent l'intérêt collectif, ils peuvent effectivement établir un protocole en cette matière. Bon, évidemment, l'idée, c'est ce qu'on appelle un genre de règlement de régie interne. Ce règlement-là devra être ratifié à la prochaine assemblée de copropriétaires, mais dans l'intermédiaire, c'est tout à fait valide de la part du conseil d'administration. Et d'ailleurs, je participais à un forum ce matin dans le domaine de la Côte à Paris. C'est les mêmes questions qui se posaient. Est-ce que les syndicats de copropriétaires peuvent engager leur responsabilité par défaut d'agir? Ma position, c'est oui. Effectivement, il y a un risque que si jamais on est en mesure, ça peut être un peu plus compliqué, de démontrer que les gens ont été atteints en termes de santé par le COVID-19, faute par le syndicat d'avoir agi avec prudence, ça peut ouvrir une porte. Alors, évidemment, entre ce que je vous dis et de passer le chiffon à peu près à tous les 15 minutes dans le corridor, il y a le juste milieu. Mais il faut que les conseils d'administration retiennent une chose, ils doivent être en mesure de démontrer que des mesures sanitaires ont été entreprises quotidiennement dans leurs immeubles. Ils doivent démontrer également qu'ils gèrent les allées et venues dans leur immeuble. Mais ça ne veut pas dire non plus, comme c'est arrivé, on a eu un cas à Québec, d'un président de conseil qui a appelé la police parce qu'une infirmière venait donner des soins à un copropriétaire. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. On était dans un système de délation. Le gouvernement nous encourageait les gens à faire de la délation. L'équilibre n'est pas facile. Hein? Je peux vous dire une chose, vous êtes administrateur, entre la police et vos copropriétaires qui veulent vendre, il y a quelque chose là-dedans à réfléchir. Nathalie, en tant que courtier immobilier agréé, courtier immobilier, vous êtes sur le point de vous rendre dans une copropriété avec un client qui veut voir une unité, là. Et le syndicat vous dit non, on vous interdit, vous n'entrez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que courtier immobilier? Est-ce que vous devez vous soumettre à la volonté du syndicat? C'est sûr, c'est sûr. Probablement, il y a quelque chose de très important dans cette pandémie-là, puis ça va pour tous les clients. Il n'y a personne présentement, s'il a peur pour sa sécurité, là, qui est obligé de vendre et d'accorder des visites physiques. Là, on parle de tour à condo, mais on a des clients, moi j'ai des clients de mes courtiers ici, qui, même si les visites sont autorisées depuis lundi, ils ne veulent pas, ils ont peur. Alors donc, on va continuer avec le virtuel. Dans le cas on ne pourra pas régler tout ça, là. C'est très difficile la situation. Il y a des gens qui font beaucoup d'anxiété et on a des gens âgés ou des gens qui ont une santé fragile. On ne va pas leur demander de sortir dehors pour une visite. Le rôle du courtier, c'est de s'adapter à son client pour faire la meilleure transaction possible. Alors donc, dans le cas des tours à condo, si le syndicat ne veut pas, moi, personnellement, si j'étais courtier ou un de mes courtiers vient me voir avec ça, j'essaierais de le rejoindre, de parler au téléphone, quitte à refaire une deuxième visite, réessayer une autre fois, si le vendeur, lui, veut, et d'essayer de les convaincre. C'est ça mon rôle, de lui démontrer que je vais agir de façon professionnelle. Et si j'ai une autorisation du syndicat par la suite, j'ai démontré mon professionnalisme, tant mieux. Et sinon, on va essayer de faire ça autrement. Parce que si mon client aime le condo, on va essayer avec le vendeur de s'organiser, de faire une visite virtuelle et de trouver une autre solution. Les courtiers immobiliers sont là pour trouver des solutions. C'est ça notre job. Alors, on va s'organiser. Nathalie, une autre question posée par une internaute ou un commentaire. Souvent, les photos des propriétés sont attrayantes, mais en arrivant sur place, au niveau des défauts, plancher de bois égratigné, baignoire défraîchée, etc. Et là, la question sous-jacente pourrait être posée à M. Delcare, mais ça revient un peu aussi au même lorsqu'on dit, oui, on peut visiter virtuellement un beau 360 degrés en 3 dimensions d'unité. On peut la visiter virtuellement, mais on n'entend pas si le voisin fait du bruit, on n'entend pas ces choses-là. Il faut vraiment être sur place pour le savoir. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution ultime, le virtuel, ou est-ce qu'il faut doser ses ardeurs en ce domaine? Moi, je peux juste répondre, le client comme tel, ceux qui décident d'aller de l'avant, malgré qu'ils n'ont pas visité, premièrement, personnellement, dans mon bureau, on leur fait signer un document qui sont vraiment pleinement conscients psychologiquement là, au moment où ils le font, là, parce que ce n'est pas recommandé. Mais un client qui dit, écoutez, madame, là, j'ai 47 ans, je suis majeure et vaccinée, je n'ai pas besoin de le visiter, puis je le veux, l'immeuble, je suis parfait, vous allez signer
une discharge, comme quoi je vous ai tout expliqué que ça n'a pas de bon sens ce que vous allez faire. Mais à quelque part, ce n'est pas la majorité, on s'entend. La plupart des transactions qui ont eu lieu pendant le COVID, des gens ont mis une condition dans laquelle, dès la levée des interdictions, qu'on pouvait entamer soit l'inspection, la visite et tout ça. C'est une très faible minorité des gens qui ont pris ce risque-là. Parce que le rôle du courtier, c'est pas d'encourager ça. On n'a pas le droit. Alors, il faut encourager l'inspection, il faut encourager de mettre une clause et tout. Mais là, si le client dit, écoutez, là, je vous engage, je le veux, je paye content, je veux pas d'inspection, je veux pas rien. Parfait. Signez un document comme quoi vous êtes conscient présentement puis vous ne souffrez pas de quelque chose, là. Mais c'est à peu près tout. Mais je vous dirais que dans mon bureau, on en a fait beaucoup de transactions dans le COVID et c'est une minorité. La plupart ont attendu. OK. M. Jelker, après, je reviens à vous, M. Champagne. La question sous-jacente dont je parlais il y a quelques instants, c'est est-ce que si l'achat s'est fait sur le web et que ce n'est pas la satisfaction du client, est-ce que le client a recours? J'imagine que non. La transaction s'est faite virtuellement. Ça va amener des belles questions de droit, là, parce que dans un premier temps, toute la notion de vice apparent qui n'est pas garantie, c'est quelque chose qui est apparent. Vous ne pouvez pas vous en plaindre après l'achat d'avoir acheté ce bien-là hypothéqué à ce niveau-là. Pensons notamment à une fissure ou une fenêtre ou un mur qui est fissuré. Il va y avoir des états de réflexion parce que les gens vont dire, mais moi, je suis dans l'impossibilité de pouvoir visiter. Puis, on me dit que l'immeuble était correct. Là, évidemment, le vendeur va dire, oui, mais c'était apparent, il y avait une craque que vous auriez. Si vous étiez venu d'avoir ce condo-là, vous l'auriez su. Alors, ça va amener certainement certains débats parce que, selon ma compréhension, on n'est pas sorti de la crise. Là. Dans le COVID-19, là, je pense que même quand les feuilles vont tomber des arbres à l'automne prochain, ça se peut qu'on en ait encore dans le paysage. Donc, ça va amener des façons de faire. Je pense notamment en matière d'inspection pré-achat. Dans le domaine de la copropriété, on sait que les acheteurs ne sont pas très stimulés à faire des inspections pré-achat, certainement des parties communes. Hein. C'est souvent une clause qui apparaît dans les formulaires puis qui est barrée, puis ils disent ben non, ça coûte trop cher. Mais pourtant, il y a plein de choses qui sont visibles là, dans une inspection qui peut amener l'acheteur à ne pas acheter. Puis c'est difficile pour l'acheteur, après coup, de s'en plaindre à son vendeur. Donc, le virtuel oui, a ses limites. Donc, peut-être qu'il y a des choses comme Mme Bégin souligne qui devront être négociées au terme d'une offre d'achat en disant, bien, écoutez, vous m'avez représenté que tout était beau, qu'il n'y avait pas de craque, mais si après l'achat, j'en découvre quand je prendrai possession, bien, je me réserve le droit de vous revendiquer. Tout ça, c'est la raison d'être d'un courtier immobilier. Parce que moi, je vous le dis là, sincèrement, le savoir qu'un courtier immobilier, ça ne s'égalise pas là, quand on fait justement, la question que votre commentaire, M. Jelker, tombe à pic parce que je voulais poser la question à M. Champagne. Évidemment, une transaction faite soi-même est valable aussi. On ne discute pas la chose. Si une personne décide de vendre sa propriété elle-même et le fait selon la bonne foi et les règles de l'art, eh bien, c'est aussi valable. Mais j'aimerais quand même, M. Champagne, que vous nous parliez un peu des courtiers immobiliers et de l'importance du rôle qu'ils peuvent jouer lors d'une transaction, notamment en copropriété. En fait, l'avantage de faire affaire avec un courtier, c'est qu'on fait affaire avec un professionnel qui est encadré par un régulateur. Puis, qu'est-ce que ça veut dire être encadré par un régulateur? Ça veut dire c'est d'avoir suivi une formation. Hein, c'est une formation, donc tous les courtiers doivent suivre une formation de base de plus de 500 heures. Ils obtiennent une attestation, doivent passer des examens, donc leur compétence est vérifiée de façon très spécifique. Puis plus que ça, cette formation-là, ils doivent suivre une formation obligatoire continue. Alors, à tous les 2 ans, ils doivent compléter un cycle de formation qui leur permettent d'être à jour quant à leurs compétences. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les courtiers qui sont encadrés, ça veut dire qu'ils sont inspectés. Donc, les agences, les dirigeants d'agences et les courtiers sont inspectés par le service d'inspection professionnelle qui s'assure que toutes les règles en matière de tenue de dossier, les règles déontologiques, les règles de gestion de leur compte en fidéicommis, etc., que tout ça, ça soit bien fait.
Alors, l'autre chose aussi, c'est que dans le cas où est-ce qu'il y a des infractions qui sont commises à la loi ou à leur code de déontologie, bien, il peut y avoir des enquêtes qui sont menées, puis il peut y avoir des poursuites aussi qui sont prises, qui sont déposées contre des courtiers qui ne respectent pas la loi. Alors, c'est ça, je dirais, l'avantage de faire affaire avec un professionnel qui est encadré. Mais aussi, l'autre chose, puis ça, ce sont des choses que souvent le public ne sait pas, c'est que lorsqu'on fait affaire avec un courtier, on bénéficie d'autres protections. Les courtiers sont assurés, donc il y a une assurance responsabilité professionnelle qui les protège, mais qui, par le fait même, protège les clients qui font affaire avec eux. Puis on a aussi le fonds d'indemnisation qui permet, dans les cas de fraude, de lesive, malhonnête, qui va vraiment venir aider les personnes qui sont victimes de courtiers qui pourraient poser des problèmes, mais c'est plutôt rare. Mais il n'en reste pas moins que c'est vraiment ça c'est vraiment ça l'encadrement que procure, l'avantage que procure l'encadrement que donne un régulateur comme l'OACIQ. Nathalie Bégin, vous en conviendrez, comme plusieurs, que les transactions dans le domaine de la copropriété, c'est pas simple. Non, effectivement. En fait, je ne comprends même pas comment des clients peuvent vendre, quand je regarde tout le travail qui doit être fait, le nombre de vérifications, parce que la vérification, c'est une des obligations majeures du courtier immobilier pour s'assurer d'avoir tout vérifié en amont de la transaction, toutes les problématiques donc il pourrait y avoir. Donc, il y a beaucoup de documents à lire. D'ailleurs, après avoir fait la formation de Maître Jolicoeur, ça nous aide beaucoup parce qu'il nous montre un peu à aller voir à l'essentiel au niveau des documents. Mais c'est ça. Fait que donc, des fois, c'est des petites choses. Fait que donc, les clients, malheureusement, même quand ils font une transaction avec un courtier immobilier et qu'ils se prennent un courtier pour acheter une copropriété, bien souvent, quand on leur envoie, ils doivent consulter les documents et s'en déclarer satisfaits. Bien, malheureusement, quand ils voient arriver la tonne de documents, et des fois c'est 85 pages, 90 pages et plus, souvent ils ne lisent pas, ils vont se fier au courtier qui, heureusement, en tant que professionnel, va avoir passé pas mal tout au travers. Il va pouvoir soulever les points importants au client en lui faisant dire, bien, à tel endroit, il y a une problématique, il va pouvoir prévoir ça, il va avoir une cotisation spéciale. Fait que c'est pas simple, la copropriété. Il y a beaucoup de choses à regarder, puis c'est pas juste l'achat. Puis c'est rendu que ça coûte extrêmement cher, puis on s'en cachera pas. C'est un des produits qui se vend maintenant le plus depuis plusieurs années. Et je suis toujours scandalisée de voir des fois ou d'entendre des histoires de gens qui vont avoir acheté à quelque part, qui ont mal vérifié le certificat d'assurance, etc. Donc, il y a plein de choses à regarder. Alors, c'est danger. Moi, je trouve que c'est d'aller à la guerre avec une allumette, vouloir acheter ça en courtier, un condo en 2020. Oui, aller à la guerre avec une allumette entourée de bidons d'essence. Exactement. M. Jolicoeur, une autre question posée par une internaute. Est-ce qu'on peut confirmer ça, quelqu'un? Pouvez-vous me confirmer que la recommandation de la santé publique de Montréal sur la restriction aux visiteurs essentiels seulement dans les immeubles de plus de 10 logements est toujours en vigueur? Je n'ai pas vu d'indication contraire. On va le vérifier parce qu'on est en train de rédiger le prochain bulletin COVID-19 qui sort presque à toutes les semaines sur le site Condo Légal. Oui. C'est un élément que je vais effectivement regarder parce qu'il sort des directives, il y a des messages qui sont parfois un peu contradictoires. C'est un des points que je vais absolument valider. Il faut comprendre que les arrêtés ministériels, ça sort assez régulièrement. Il y a des directives qui sont sorties des fois une semaine avant qui sont plus d'actualité. Je pense que du côté de l'OACIQ, c'est l'exercice que vous avez fait récemment entre le before and after, je vais employer cette expression-là. C'est assez compliqué de suivre la chose, mais je reviens quand même au principe du gros bon sens. Si les visites se font dans un cadre respectueux, qu'on prend toutes les mesures requises, puis qu'on nettoie après être parti, puis que si les corridors, les boutons d'ascenseur sont nettoyés après, ben, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire de visite dans les copropriétés si tout ça est bien balisé. Maintenant, il y a une chose qu'on voudrait peut-être quand même signaler aux auditeurs, c'est qu'on a vécu depuis les 2 dernières années de grandes réformes en matière de copropriété, grandes réformes législatives. On a connu la réforme du droit des assurances avec le projet de loi 141. On a connu par la suite le projet de loi 16 avec
avec tout le reste et d'autres dispositions avec Mme Laforêt qui était ministre, d'autres changements importants. On a connu une autre modification législative par le projet de loi 41 qui est venu réformer le droit des assurances, encore une autre modification. Des règlements sont entrés en vigueur. On est actuellement dans une véritable tempête de réformes législatives et de textes de loi qui ne sont pas forcément bien maîtrisés par tous les intervenants, d'où l'importance d'être à l'écoute de ce qui se passe. Je donne un exemple tout à fait concret. D'ici le 13 juin prochain, c'est exactement dans un mois, tous les syndicats de propriétaires au Québec devront faire ce qu'on appelle un état descriptif des parties privatives. On devra décrire les finis et cette information va devoir être accessible à un acheteur dans 30 jours. Là. Alors, et ça peut avoir un impact sur une transaction immobilière, ce qu'on appelle l'unité de référence pour faire d'assurance. C'est un élément. Il y a eu également 1068, je vous lis l'article qui était à l'écran, peut-être M. Sellier, vous êtes capable de le projeter, c'est dans la section du site condo légal qui rapporte les dispositions législatives nouvellement faites. 1068 dit « Celui qui promet d'acheter une fraction peut demander au syndicat qui lui fournissent les documents ou renseignements concernant l'immeuble et le syndicat qui sont de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé. Le syndicat est tenu sous réserve des dispositions relatives à la protection de la vie privée de les fournir avec diligence au promettant acheteur aux frais de celui-ci. » Et on nous dit également, le syndicat doit transmettre au propriétaire de la fraction ou ses ayants cause les documents ou renseignements qu'il a fournis au promettant acheteur. Bon, alors ça, c'est important parce que dans cette réforme législative, on avait représenté au gouvernement que l'achat se faisait souvent à l'aveugle en matière de copropriété. On n'avait pas une bonne idée des conditions financières attachées à la fraction, les budgets, l'état des charges, etc. Donc, on est venu préciser dans un texte législatif qui est maintenant en vigueur depuis le 10 janvier dernier, une obligation spécifique. Alors, il faut savoir que l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier avait préparé il y a quand même un certain temps, vous vous rappellerez, M. Champagne, peut-être depuis quand, un formulaire qui s'appelle le DRCOP. C'est un formulaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est dans la bonne pratique du courtage. C'est un formulaire qui est en fait un questionnaire adressé aux syndicats de copropriétaires sur l'état des finances de la copropriété, sur l'état des assurances, etc. Bon. Alors, maintenant, on avait des fois des conseils d'administration qui se questionnaient sur la pertinence de collaborer avec les courtiers immobiliers. Mais là, aujourd'hui, ils ne se questionnent plus parce que c'est une obligation spécifique dans la loi que de collaborer à remplir ces formulaires-là. Donc, même si le formulaire n'est pas encore obligatoire, et vous savez, M. Champagne, j'ai le souhait qu'il le soit un jour du côté de l'OAC, parce que c'est toujours le même discours que je tiens. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie de la bonne pratique des courtiers immobiliers de faire remplir. Je me questionne même, les courtiers qui ne le feraient pas, même si ce n'est pas obligatoire, ne commettraient pas une faute en termes civils. C'est une question que j'ai déjà soulevée dans la représentation d'un client. Donc, aujourd'hui, on a des outils qui sont maintenant encadrés par la loi, qui existent. On a des obligations en matière d'assurance, c'est nouveau. Quand Mme Bégin dit que c'est une transaction d'une haute complexité, c'est vrai, elle est complexe. Le particulier qui le fait par lui-même, prend un risque. Je ne le dis pas parce que je veux faire en sorte que les courtiers soient engagés, mais c'est parce que c'est une réalité. Prend un risque important, à moins d'avoir une fine connaissance de tous les tenants et aboutissants en matière de copropriété. Alors, on peut dire que la transaction dans le COVID-19 en copropriété a un cran de difficulté encore plus important, est encadré par un nouveau cadre législatif important. Il faut savoir ce qui se passe. Je soulève, c'est important que les gens qui nous écoutent le sachent. Il y a 10 ans au Québec, nous avions 11 assureurs qui assuraient les copropriétés. Aujourd'hui, il n'en reste que 6 dans les petits bâtiments, que 2 dans les grandes tours. Depuis à peu près un mois, j'ai eu 2 dossiers de syndicats qui ne sont plus assurés, mais plus du tout, ne sont plus assurables et assurés. Alors, imaginez là, que vous achetez les 2 yeux fermés, sans courtier immobilier, au fait de tout ceci, vous achetez du passif, ce n'est pas un actif que vous êtes en train d'acheter. Tout à l'heure, vous avez évoqué maintenant la plus grande transparence lors d'une transaction en vertu du projet de loi 16.
Mais j'ai entendu quelque chose, je me fais l'avocat du diable, qu'il y a peut-être pour certains syndicats moyen de contourner la loi en rendant les informations tellement chères en disant aux organisateurs, OK, on va vous donner de l'info, mais ça va vous coûter de temps. Un peu un désincitatif, si je peux m'exprimer ainsi, pour contourner la loi. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Ah, écoutez, il y a 2 articles dans le Code civil qui sont très clairs, 6 et 7, là, qui parlent qu'on doit agir toujours de bonne foi dans notre relation. Si on facture des honoraires disproportionnés et inadéquats, ben, écoutez, le syndicat s'expose aussi à des recours. Dites-vous une chose, un conseil d'administration qui ferait tout en son pouvoir de faire avorter une transaction, ben, le syndicat s'expose à un recours en responsabilité. Je voudrais mettre même également les administrateurs. Ils sont imputables des administrateurs. Ils doivent agir de bonne foi, avec raisonnabilité. Alors, et puis c'est normal, par contre, qu'en contrepartie, le syndicat puisse facturer des honoraires raisonnables pour communiquer cette information-là. C'est normal. Ce n'est pas aux autres copropriétaires du syndicat d'assumer une dépense pour qu'un de leurs voisins puisse vendre leur appartement. Tout ça, ça se légitime en autant que le déboursé soit raisonnable. Oui. M. Champagne, dans le guide, on recommande aussi le guide des bonnes pratiques du courtage immobilier produit par l'OACIQ de remplir le formulaire de déclaration relative au coronavirus. Est-ce que c'est un formulaire disponible en ligne ou c'est un formulaire seulement réservé aux courtiers immobiliers? C'est un formulaire qu'on a développé justement là, au tout début, là, lorsque la mise en marché partielle était permise à compter du 20 avril. Donc, c'est un formulaire dans lequel les occupants et les visiteurs et les courtiers aussi sont appelés à répondre à 2 questions toutes simples en rapport avec leur état de santé, parce qu'on veut rassurer tout le monde. On ne veut pas que des gens qui ont des symptômes ou qui ont été contaminés ou qui ont été en contact avec des personnes contaminées visitent ou rencontrent des acheteurs potentiels ou des courtiers. Alors, c'est un outil que l'on a développé tout simple, qui est à la disposition des courtiers et qui peuvent le faire compléter. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est souhaitable. Ouais. Maître Jolicoeur, ensuite, je reviens à vous, Nathalie. Dans un article de la presse paru récemment, j'espère l'avoir, je ne l'ai pas dans le partage d'écran, mais en fait, un article de la presse de lundi dernier raconte l'histoire d'une dame. On sort un peu du cadre là, des transactions de condos existants, mais c'est une copropriété neuve en construction. La personne a acheté sur plan et s'est vue refuser par le promoteur, le constructeur, une visite sur les lieux, alors que l'article 21-17 du Code civil du Québec le permet, l'autorise, à la condition de ne pas déranger le chantier. Est-ce que le promoteur a posé la question s'il répond, a eu raison et a pris une sage décision d'empêcher cette dame d'aller voir si le chantier est conforme à ses attentes et aux normes de construction en vertu du coronavirus, au regard du coronavirus? C'est sûr qu'actuellement, dans les conditions particulières dans lesquelles on vit, où on veut s'assurer que la santé des travailleurs ne soit pas affectée, je pense qu'il y avait une légitimité assurée de la part du promoteur de dire non. Bon, alors évidemment, tout ça peut toujours se discuter, se négocier, notamment au niveau du contrat préliminaire. Bien évidemment, il y a certains promoteurs qui ne veulent pas qu'il y ait des visites parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit la qualité de ce qu'ils produisent. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont aucun souci de ce que ça soit fait, mais dans un cadre défini. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui se promènent sur un chantier de construction comme ça un matin, qui arrivent avec leur voiture puis qui rentrent dans le fond à monter sur des échafaudages pour voir à quoi va ressembler leur condo au 2e étage. Alors, je pense que la personne qui était citée était certainement bien intentionnée. Elle avait peut-être eu une expérience, je ne sais pas, peut-être malheureuse dans un autre achat de condo qui sait, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'au Québec, il faut savoir qu'on a 2 types d'immeubles, ceux qui sont assujettis au plan de garantie de Maisonneuve de GCR et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui le sont, juste que le public le sache, il y a un certain contrôle de qualité qui est fait par GCR, qui est un organisme indépendant des entrepreneurs qui, dans le fond, amène une certaine en tout cas, qualité de ce qui se fait sur le chantier. On a les immeubles qui ne sont pas assujettis au plan de garantie des maisons neuves. On parle essentiellement des immeubles de 4 parties privatives et plus superposées.
Ben, dans ces immeubles-là, ben là, on est tributaire de la qualité du promoteur. Alors, si le promoteur fait n'importe quoi et qui laisse se construire un bâti de mauvaise qualité, bien, l'immeuble va être hypothéqué. Les futurs acheteurs vont en payer le prix. Il va y avoir des désordres dans cet immeuble-là dès le début, sans avoir une garantie qui est de grande qualité. Les plans de garantie de Maisonneuve, ils ont des garanties, ils ont des protections, mais qui sont généralement moindres que celles qui sont offertes par les plans de garantie de Maisonneuve obligatoires. Nathalie, une personne nous demande, est-ce que le courtier du vendeur est censé fournir au CA les informations sur l'acheteur ou le notaire ou quelqu'un d'autre? J'imagine que la personne veut savoir qui va acheter, j'imagine, je présume, ou à quel genre d'acheteur on a affaire? Ben, je ne comprends pas la question, mais est-ce qu'on parle de la vérification d'identité? La question, j'aimerais vous la poser correctement et la comprendre. Est-ce que le courtier du vendeur est censé fournir au CA des informations sur l'acheteur? De quel genre d'informations on parle? Je peux peut-être me permettre, Mme Bélis, si vous me permettez, c'est qu'en vertu de 1068, l'obligation de transmettre de l'information à un promettant acheteur, bien, elle peut uniquement s'exercer si on sait qu'il est promettant acheteur. On va juste se mettre les choses là parce qu'on ne peut pas demander à un syndicat de communiquer de l'information à quelqu'un qu'il ne connaît pas si on ne l'a pas identifié en vertu de 1068.2. Alors, moi, je pense que la réponse est oui. C'est poser la question, est-ce que le syndicat est légitimé de demander une copie de la promesse d'achat ou de l'offre d'achat? Bien, la réponse est non. En autant que le copropriétaire vendeur identifie au syndicat la personne qui est dans le processus d'achat, quant à moi, c'est suffisant pour que le syndicat soit tenu d'informer l'acheteur. Et d'ailleurs, dans les formulaires de l'OASIC, notamment le DRCOP, on sait très bien aussi que c'est un mandat qui est donné en faveur du courtier immobilier, hein, qui est signé par le copropriétaire vendeur, qui est un mandat fourni au courtier immobilier pour pouvoir s'enquérir de l'information sur la copropriété. Il faut les comprendre, ces formulaires. C'est relativement bien fait. Le DRCOP, je rappelle aux auditeurs que c'est la demande de renseignement au syndicat de copropriétaires. Ce n'est pas un formulaire obligatoire, mais il est fortement recommandé, évidemment. Très recommandé. Donc les courtiers ont beaucoup d'outils, même dans le contrat de courtage, pour même aller consulter le registre de la copropriété. Il y a un beau coffre à outils chez les courtiers qui, malheureusement, des fois, n'est pas tout à fait bien exploité. Je pense que les courtiers, quand je parle de mot exploité, je le dis de façon positive et non pas dans le péjoratif de la chose. Moi, je pense qu'une transaction avec un courtier, lorsque le courtier a dans le fond le savoir requis, peut très bien se faire, et autant dans l'intérêt du syndicat que l'intérêt du copropriétaire-vendeur, je pense qu'il y a un juste équilibre là-dedans qui se fait. Il nous reste 3 minutes. La dernière question, Nathalie Bégin. On aurait voulu répondre à toutes les questions, malheureusement, on n'a pas pu. Le sujet était fort intéressant. Nos invités en ont fait la preuve. Nathalie, le courtage immobilier dans le domaine de la copropriété pendant les prochaines semaines, vous le voyez comment en termes de convivialité, disons? Bien, écoutez, c'est sûr et certain que ça va être quand même difficile parce qu'à cause des problématiques qu'on a dans les CHSLD, je regarde dans le territoire où moi je suis, il y a beaucoup de tours à condos où la moyenne d'âge est quand même relativement élevée. Alors donc, c'est sûr qu'il va y avoir une adaptation à faire et des questionnements. Et je sens que je ne chômerai pas dans les prochaines semaines. Je vais avoir beaucoup de questions de mes courtiers. C'est ça que ça sert un dirigeant d'agence. Mais l'idée, c'est que je pense que ça va bien aller. On va juste falloir changer un peu notre façon de procéder, avoir beaucoup d'empathie et tout en respectant les règles pour que ça finisse au plus vite tout ce qui se passe là présentement. Il faut que tout le monde y mette du sien. Une dernière petite question, là. Quel est le délai raisonnable pour fournir un DRCOP? J'imagine que là, on est dans les périodes de délai là, conditionnelles à une vente, par exemple. Un acheteur pourrait dire oui, mais je veux le DRCOP, je veux que le syndicat remplisse le DRCOP, c'est ça? Bien, encore une fois, il faut s'informer parce que si c'est une compagnie de gestion, il faut demander à notre vendeur à raison de combien de jours par semaine il travaille pour la copropriété. Il y en a que c'est une journée par semaine, le mercredi. Il y en a d'autres, c'est le jeudi. Alors, il va falloir préparer nos délais en fonction de ça. Si c'est le syndicat direct, c'est plus facile, mais c'est du cas par cas. Maître Champagne, en terminant, vous le voyez comment le marché de l'immobilier dans le domaine de la copropriété au cours des prochaines semaines au regard du coronavirus?
Bien, effectivement, il va falloir être à l'affût, il va falloir voir évoluer la situation sur le plan de la santé publique. Et puis, l'OACQ va toujours être vraiment proactif comme on l'a été depuis le début pour outiller les courtiers et s'assurer de la bonne protection du public. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, c'était fort intéressant. Il est 16 heures, ça fait 1 heure déjà, ça a passé comme du beurre à la poêle, comme dirait l'autre. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été là. Maître Caroline Champagne, vice-présidente encadrement à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Nathalie Bégin, courtier immobilier agréé également, qui dirige une agence, ainsi que Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission en rediffusion dans quelques heures sur la page, sur le portail de condolégal.com. Merci beaucoup. Très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.